Bonjour et bienvenue dans cette 6e vidéo de la série sur les assistantes maternelles proposée par le FNAFAM. Aujourd'hui, nous vous proposons une vidéo un petit peu différente puisque ce ne sont pas des assistantes maternelles qui vont témoigner, mais 3 femmes qui sont impliquées dans le métier d'assistante maternelle. Sandra Onisco, directrice de la communication et du développement de l'UFNAFAM, Laetitia Delon, journaliste à la revue La SMAT, et enfin Catherine Lelièvre, directrice fondatrice du site internet Les Pros de la Petite Enfance. Ces 3 femmes-là vont nous donner leur avis sur les réformes qui doivent être menées pour que ce métier enfin évolue. Je vous propose d'écouter tout de suite Sandra Onisco qui va nous parler du CMG et comment notre métier d'assistante maternelle doit devenir une profession, une carrière professionnelle et non une simple activité. Bonjour, je suis Sandra Onisco, je suis à la communication et au développement de l'UFNAFAM depuis 15 ans. L'UFNAFAM, c'est une association nationale d'assistantes maternelles et d'assistants familiaux qui a été créée en 1977, mais s'est développée dès 1980. Alors, pour nous, la première réforme à mettre en place, c'est la réforme du CMG. Le CMG, en fait, c'est l'aide que les parents obtiennent quand ils confient leur enfant à une assistante maternelle. Et il y a trop de différences entre le CMG et la PSU, c'est-à-dire l'aide pour les structures collectives. Cette différence, en fait, provoque aussi un choix pour les familles. Donc, pour nous, la première des réformes concernant ce mode d'accueil, c'est bien celle-ci. Le CMG, en fait, est important parce que pour nous, c'est difficile de parler d'égalité. C'est difficile de parler d'universalité des familles et de stratégie à la pauvreté si on ne touche pas toutes les familles. Aujourd'hui, c'est évident, une partie de ces familles ne peuvent pas en fait confier leur enfant à une assistante maternelle parce que le reste à charge, en fait, ce que ça leur coûte par rapport à un autre mode d'accueil, par exemple comme la crèche, eh bien, c'est beaucoup plus cher. Et forcément, on ne peut pas toucher toutes les familles à ce niveau-là. Pensez peut-être effectivement à modifier ce regard pour les familles. Pensez également à ce que ce n'est plus une activité, mais un véritable emploi, une véritable carrière. Pour penser à ça, il faut modifier complètement cette profession. Il faut que les assistantes maternelles qui rentrent dans cette profession aient accès à une carrière professionnelle. Et ça va effectivement jouer sur 2 niveaux. Les familles pourront déterminer que ici, elles ont la même chose qu'en structure collective, parce que souvent il peut y avoir une résistance, alors que les assistantes maternelles sont des professionnels de l'accueil, et puis pour ces professionnels, avoir accès à des diplômes connus, un CAP accompagnant éducatif dans sa totalité, pouvoir accès ensuite, si elles le souhaitent, au diplôme d'auxiliaire de puère et pourquoi pas au diplôme d'éducateur de jeunes enfants, pouvoir modifier leur emploi quand elles le souhaitent, de partir d'un accueil d'assistant maternel chez soi à un accueil en crèche avec plusieurs professionnels, pouvoir revenir chez soi quand on le souhaite également, c'est pour nous indispensable. Et aujourd'hui, les assistants maternels, les candidats ont accès à une profession. Nous souhaitons qu'elles aient accès à une carrière professionnelle. Ce qu'il faut également toucher, bouger pour faire venir des candidats, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire qu'en fait, on se pose toujours des questions quand on est professionnel et c'est bien normal. Quand on est chez soi, on traverse aussi des situations à l'instant T complètement seul. Dans ces situations, on a besoin d'en rediscuter, d'en reparler, de se réinterroger. Et puis, il y a des demandes des familles, il y a des enfants qui ont des besoins différents. Et dans ces cas-là, le professionnel va toujours se poser des questions. Pour les assistantes maternelles, c'est très difficile. Aujourd'hui, nous avons un service de PMI qui est complètement en difficulté parce qu'ils ne sont pas plus assez suffisants pour accompagner les assistantes maternelles.
Il faut donc réfléchir à un accompagnement beaucoup plus intéressant pour les assistantes maternelles. Alors, sans doute faudrait-il multiplier des postes de puéricultrices, sans doute faudrait-il réfléchir aux missions des RPE. Aujourd'hui, c'est vrai que les missions des RPE sont de plus en plus administratives et que les assistants maternels ont besoin plus d'accompagnement, me semble-t-il, finalement, que d'obligations administratives. Alors, pensons effectivement également à accompagner les maisons d'assistants maternels si on veut les développer. Aujourd'hui, il y a un seul, à notre connaissance, un seul département en France qui propose un pôle d'accompagnement dédié, hein, où 2 personnes de la CAF, de la Caisse d'allocation familiale et du département vont accompagner tous les porteurs de projets. Multiplions ces initiatives parce que faire ce métier, déjà être candidat à ce métier, on se pose plein de questions. Donc peut-être également réfléchir aux réunions préalables à l'agrément. Il y a des questions que les personnes se posent. Déjà, comme tout métier, est-ce qu'il y a de l'emploi? Combien je peux gagner, et ça nous repose question sur également les crèches familiales, parce que il n'est plus possible quand on est salarié d'un employeur de ne pas savoir au départ combien au minima on va gagner. Réfléchissons à tout ça, parce que si on ne réfléchit pas à tout ça, pour le prochain quinquennat, ça va être une catastrophe, hein. Rappelons que plus de 116 000 assistantes maternelles vont partir en retraite. Ce n'est plus ici en fait un domaine de confort, on n'est plus même dans le développement de ce mode d'accueil, on est juste dans la réalité de son existence. Alors, cette réunion préalable à l'agrément, ça fait un moment qu'en fait, on pense effectivement qu'il faut la modifier. Alors, non pas que les départements font mal les choses, hein, c'est pas du tout ça, c'est que déjà, ce qu'on constate, c'est qu'elle n'est pas harmonisée. Chaque département fait différemment. Il y a des choses certainement qui fonctionnent et d'autres moins. Il n'est pas question, en fait, d'obliger à, mais de réfléchir autour d'une table ronde à harmoniser déjà cette première journée. Les candidats, quand on est candidat à n'importe quelle profession, on se pose souvent des questions qui sont identiques, en fait. La question, effectivement, de l'emploi, la question aussi de l'activité. Quand j'entends des fois c'est une activité, c'est un plus pour la femme, mais pas du tout. C'est une profession à part entière. On ne peut plus dire ces choses-là. Ça n'est plus possible. C'est un véritable choix de carrière. On n'est plus dans les mêmes profils, même qu'il y a 20 ans. Il faut y penser. Il faut donc réformer cette première journée. Penser effectivement à l'accompagnement, mais c'est-à-dire indiquer à l'assistante maternelle ce qu'elle pourra recevoir comme accompagnement, mais alors ce n'est pas une promesse, c'est effectivement bien un plan d'action qu'on va mettre en place. Pensez également à leur dire qu'elles sont assistantes maternelles parce que beaucoup de jeunes femmes, je vais dire jeunes femmes parce qu'on a 99,5% de la profession et quand on me demande il faudrait faire venir des hommes, excusez-moi, mais il faudrait déjà que les femmes soient bien traitées dans cette profession pour faire ensuite venir beaucoup plus d'hommes dans la profession. Et les assistantes maternelles, les candidates, se posent des questions également. Souvent dans la formation, on peut voir des jeunes femmes qui avaient toujours eu envie, qui ont fait d'autres choix d'études, d'accompagner des jeunes enfants. Alors, cette profession, c'est une première marche, non pas qu'elle n'est pas du tout importante et non pas que les assistantes maternelles ne sont pas des professionnels, bien au contraire, celles qui sont assistantes maternelles savent ô combien cette profession est complexe. Mais je pense qu'il faut effectivement ouvrir le champ des possibles et essayer de ne plus dissocier, de ne plus diviser l'accueil collectif et l'accueil individuel en pensant que l'accueil individuel, les assistantes maternelles sont sans diplôme, sans formation, ce qui est de moins en moins vrai en plus. Hein. Voilà, il faut effectivement indiquer à ces jeunes femmes qu'aujourd'hui, elles deviennent assistantes maternelles, peut-être demain, elles travailleront en structure collective. C'est comme ça qu'on va toucher des candidats à la profession.
Dans la même ligne de pensée. Il faut aussi travailler en fait la formation obligatoire. Alors, ça avait déjà été fait en 2018, hein, puisque en fait, on est parti du contenu du CAP accompagnement éducatif, et ça, je pense que la formation est bien construite. Pour autant, pour moi, pour nous, ce que je constate, c'est que les 2 premières journées devraient être pensées en partant de l'essence même de cette profession. Je m'explique. C'est-à-dire que souvent, on hésite entre l'assistante maternelle qui est salariée d'un particulier employeur en lui disant bah, finalement, tout ce domaine juridique, on va leur donner 2 heures, 3 heures, des fois 2 jours, ça dépend les départements. L'idée n'est pas de faire d'une assistante maternelle en fait un juriste ou un comptable expert, ce n'est pas ça. Mais pour nous, en fait, l'idée est de travailler, c'est l'importance de tout l'administratif de ce mode d'accueil. C'est-à-dire, ça ne doit pas faire peur, bien au contraire, on doit effectivement travailler dessus. C'est-à-dire que, par exemple, à notre métier, quand c'est un gestionnaire, eh ben, on va faire quand on va reprendre un commerce, quelques études de gestion. Ici, l'assistante maternelle est très mal à l'aise avec ce domaine administratif et comme elle est mal à l'aise, elle s'angoisse énormément, en fait. Comment je réussis, d'une part, à intégrer ses connaissances juridiques, surtout quand on me donne uniquement 3 heures, ça c'est trop peu, et comment ensuite je le transmets à l'employeur, parce que l'employeur, il est employeur, comme on le sait, par défaut, et qu'il faut bien accompagner. Accompagner, ce n'est pas effectivement obligé. Vous voyez, toute cette posture professionnelle dans ce domaine administratif nous paraît ici complètement nécessaire à revoir dans cette formation en fait obligatoire. Et puis, les assistantes maternelles sont les salariés en France qui passent le plus d'entretiens d'embauche. Or, on a très peu travaillé ce domaine-là, comment se présenter. On le travaille, ça dépend des formateurs, attention, mais ça n'est pas aussi harmonisé dans le Code de l'action sociale et des familles, dans le contenu de la formation obligatoire. Tout ça nous semble nécessaire. Partons d'un constat, partons d'une réalité de terrain, partons de ce que les assistantes maternelles traversent, et puis travaillons, décortiquons, tricotons cette formation obligatoire aussi à ce niveau-là. Merci beaucoup, Sandra. Je vous propose maintenant d'écouter attentivement Laetitia Delon, journaliste à la revue La SMAT, qui va nous expliquer comment elle voit comment le métier peut enfin évoluer. Je m'appelle Laetitia Delon, je suis journaliste spécialisée depuis plusieurs années sur les champs de l'enfance, de la petite enfance, plus largement aussi du handicap, enfin de la précarité, tous les champs sociaux, de la dépendance. Et effectivement, pour l'ASMAT, qui est une revue qui existe depuis plus de 20 ans, je suis chargée de suivre l'actualité qui est liée à la profession. Actualité politique, actualité juridique, même si moi-même je ne suis pas une juriste et que je confie l'analyse juridique à mon rédacteur en chef et à d'autres spécialistes. Mais voilà, je suis de très très près l'actualité du secteur de la petite enfance et des modes d'accueil. Et la SMAT est une revue qui a été conçue pour accompagner les assistantes maternelles et les assistantes familiales à obtenir un réel statut. Et c'était un véritable défi, et ça reste un défi, puisque eh bien, encore aujourd'hui, ce sont des professionnels qui sont encore dans des situations de fragilité professionnelle et beaucoup de précarité, et que finalement tous leurs droits ne sont pas acquis. Donc la SMAT a vocation à les accompagner dans leur professionnalisation et dans l'acquisition d'un statut. Donc la baisse des assistants maternels est réelle depuis 2014, toutes les études le confirment. Chaque année, leur nombre baisse et les dernières années, encore un petit peu plus. Et il faudra voir les effets de la crise sanitaire qui auront peut-être accentué le nombre de départs. Sur ce constat, en fait, il y a plusieurs facteurs qui amènent à la baisse du nombre de professionnels. D'abord, le recul de la natalité.
maternité, qui correspond à peu près à à la même période, en tout cas au début. Et donc moins d'enfants à naître, moins d'enfants à accueillir, c'est mécanique. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est le vieillissement des assistantes maternelles. Enfin pas plus, mais à peu près la moitié des professionnels à plus de 50 ans aujourd'hui, donc elles sont nombreuses à partir à la retraite et elles vont l'être encore plus dans les 5 à 10 ans qui viennent, sans que le nombre d'entrantes plus jeunes dans la profession ne soit suffisant. Voilà, donc selon les estimations, certains organismes estiment, oui, à entre 130 000 à 150 000 professionnels à trouver d'ici 2030. Donc l'enjeu est considérable. Il y a un autre facteur qui explique ça, c'est aussi la précarisation toujours un peu importante, mais multifactorielle de ces professionnels. Bon, d'abord sur leur statut, elles dansent un petit peu sur deux pieds, un pied sur le code de l'action sociale, un pied sur le code du travail, et puis au milieu une convention collective, mais qui est assez jeune, elle a été rénovée l'an dernier, mais elle ne date que de 2004, donc elles ont encore de nombreux droits à acquérir. Ensuite, il y a des difficultés liées à l'inadéquation de l'offre et de la demande sur le plan local. Il y a des endroits où il y a trop d'assistantes maternelles par rapport aux demandes d'accueil des parents, donc on voit bien que là, elles peuvent être en sous-activité. Et puis, eh bien, elles n'ont jamais l'assurance d'avoir un plein temps, en fait, les assistantes maternelles. Parce que, par exemple, quand elles vont accueillir, elles vont signer un contrat d'accueil avec les parents pour un enfant qui arrive à l'âge de 5 mois. Elles peuvent se dire qu'elles vont l'accueillir jusqu'à l'entrée à l'école. Ce n'est pas automatiquement le cas, puisque parfois les parents font une demande de place en crèche parallèle. Et puis, 6 mois après, eh bien, ils disent à l'assistante maternelle, on va le mettre en crèche. Et donc là, il faut retrouver un contrat. Donc, on est quand même dans une profession assez précaire sur ce plan-là. Et puis enfin, et ça c'est un point majeur, eh bien, le coût de l'accueil individuel est trop élevé pour certaines familles, notamment les familles modestes. Et ça, forcément, ça joue sur la baisse du nombre d'assistantes maternelles, puisque c'est un budget important pour certaines familles, eh bien, elles ne vont pas solliciter une assistante maternelle. Et puis, je voudrais aussi rajouter que, en fait, structurellement, les assistantes maternelles, elles sont fragiles en raison de plusieurs causes. D'abord, ce sont des femmes, et les femmes restent inégalitaires enfin, ils n'ont pas encore accès à l'égalité sur le marché du travail. Elles sont à domicile, ce qui rajoute à la difficulté. Elles travaillent dans l'ombre, en fait, voilà. Et en plus, elles accueillent des jeunes enfants. Finalement, on s'intéresse très peu à ces jeunes enfants de parents lambda qui n'ont pas de problématiques particulières, en dehors bien sûr des enfants en situation de handicap. Mais voilà, donc elles sont finalement, elles ne sont pas visibles, ces femmes. Alors, parmi les réformes à faire, alors on n'est même plus au stade de l'ambition là, c'est-à-dire que si on ne fait pas cette réforme, clairement, l'accueil individuel va péricliter de manière peut-être plus rapide que les projections en font état actuellement, mais la réforme du reste à charge, là, il est clair qu'elle doit être mise en œuvre. Ça fait des années et des années que toutes les institutions qui font des rapports sur les modes d'accueil en parlent. Le HCFEA en a parlé, l'inspection générale des affaires sociales dès 2017 l'a mis dans son rapport sur les modes d'accueil. Ça n'avait pas été porté dans la précédente convention d'objectifs et de gestion entre l'État et la Caisse nationale des allocations familiales en 2018, c'est-à-dire en fait c'est une négociation sur la mise en œuvre, la feuille de route en fait de la branche famille à horizon de 4 ans. Voilà, donc tous les 4 ans, il y a cette signature de convention, et la dernière avait été très décevante pour l'accueil individuel, puisqu'elle avait en fait donné quelques miettes à l'accueil individuel, mais vraiment pas beaucoup plus, et déjà pourtant il y avait cet espoir de réformer le reste à charge. L'enjeu il est simple en fait, il est de réformer le complément mode de garde et le plafond de ce complément mode de garde, afin que les familles les plus modestes puissent avoir accès à l'accueil individuel. Voilà.
je pense qu'une des priorités, c'est ça. Peut-être aussi une bonne mesure, ce serait de créer vraiment un fonds de garantie des salaires. Parce que, en fait, ben, souvent, on en revient finalement au contrat de gré à gré entre l'assistante maternelle et le parent employeur qui pose beaucoup de difficultés. Et je pense qu'il faudrait s'atteler à un peu mieux prendre en compte et résoudre ces difficultés. Moi, j'ai aucune baguette magique, je suis qu'une observatrice, mais j'observe que il y a beaucoup de ça crée beaucoup de tensions en fait entre les professionnels et les parents. Ça préoccupe beaucoup les syndicats, les fédérations, etc. On n'a pas encore trouvé le bon moyen d'agir, mais peut-être que déjà un levier, ce serait de rassurer les professionnels en se disant qu'il n'y aura pas de défaut de paiement de la part des parents employeurs. Si on reste, moi, sur l'accueil individuel, sur les leviers un petit peu justement pour changer la perception de ce mode d'accueil, pour changer peut-être l'image de ce mode d'accueil. Parce qu'on a encore quand même beaucoup l'image, quand on parle assistante maternelle, de la nounou d'abord, on voit encore certains titres dans la presse où la nounou ci, la nounou ça, et donc l'image de la nounou qui est avec sa poussette, avec ses enfants qui se baladent dans le quartier. Bon, bah, l'accueil individuel, c'est quand même plus complexe que ça. Et pour moi, le levier principal pour changer l'image, au-delà de campagnes de valorisation, etc., c'est de produire des études scientifiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, la France, c'est un peu une rareté sur le plan international, c'est-à-dire que le fait que ce soit le mode d'accueil individuel qui est actuellement le premier mode de garde, c'est une situation assez unique en fait. Et quand on entend parler de l'accueil collectif par des personnes, des grands pontes, etc., qui participent à dire que l'accueil collectif est meilleur que les assistantes maternelles, eh bien en fait on s'aperçoit, quand on regarde les études, on a du mal à avoir la preuve scientifique en fait de ça. C'est-à-dire que les études, elles se basent surtout sur des pays où l'accueil individuel est beaucoup moins développé, etc. Et donc elles se basent sur l'accueil collectif. Donc on ne peut pas en fait parler de qualité d'accueil, on ne peut pas parler finalement du fond du travail des assistantes maternelles si on ne fait pas d'enquête scientifique. Voilà. Je dirais, il y en a un deuxième, c'est mettre fin à ce no man's land qui est finalement la politique d'accueil du jeune enfant, émiettée entre tous ces acteurs, sans lien, sans structuration. Donc, voilà, c'est-à-dire donner un chef de file, choisir un chef de file. Et si ça n'est pas l'État le chef de file, eh bien, il faut que l'État accompagne les acteurs. Là, on voit bien, il y a une réforme des modes d'accueil qui se met en place. Déjà, bien avant, ça a été un processus long, etc., je ne peux pas rentrer dans les détails, mais on savait dès le départ que la mise en application serait compliquée. Pourquoi? Parce que le gouvernement dit quelque chose, les départements vont dire autre chose. Voilà. Et les assistantes maternelles, elles essayent de se dépatouiller avec ça. Et donc, mettre des moyens pour lier, accompagner sur les territoires les gens qui mettent en œuvre cette politique. Merci beaucoup, Laetitia. Je vous propose maintenant d'écouter Catherine Lelièvre, directrice fondatrice du site internet Les Pros de la Petite Enfance, qui va nous expliquer aussi comment est-ce qu'elle voit l'évolution du métier et la place de l'assistante maternelle dans l'accueil de l'enfant. Je suis effectivement Catherine Lelièvre et je suis directrice fondatrice du site d'information Les Pros de la Petite Enfance, après avoir travaillé pendant de très nombreuses années dans un grand groupe où j'étais, entre guillemets, du côté des parents, puisque je dirigeais par an la revue, le site internet, etc. Donc, j'ai créé ce site pour m'adresser à tous les professionnels de la petite enfance. Et évidemment, les professionnels de la petite enfance, ce sont les professionnels de crèche, mais également les professionnels de l'accueil individuel, donc les assistantes maternelles, que j'ai tout de suite intégrées, parce que pour moi, ce sont des professionnels à partir du moment où des parents leur confient leur enfant. Voilà. De toute façon, là, c'est un constat et une réalité qui ne concerne d'ailleurs pas que l'accueil individuel, mais c'est vrai que l'accueil individuel a vu cette baisse poindre, je dirais, avant l'accueil collectif. Donc, il y a le départ à la retraite des assistantes maternelles, ça, on n'y peut rien, on ne peut pas leur demander de travailler jusqu'à 75 ans quand même, je pense que ça serait
un peu dur. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes femmes ou de jeunes hommes qui ont envie de prendre la relève, et on peut les comprendre parce que c'est un métier qui est ressenti comme précaire, et souvent à juste titre, parce que finalement, on est à la merci de beaucoup de choses, d'une décision de parents qui préfèrent tout d'un coup mettre son enfant à la crèche, ou qui a un petit coup de mou financier et qui utilise la grand-mère, d'un contrôle PMI qui se passe mal, enfin, de plein de choses. Donc c'est très insécurisant, donc pas forcément attractif. Donc je ne dis pas une grande vérité ni nouveauté en disant que le métier n'est pas de manque d'attractivité. Moi j'ajouterais une chose, parce que je l'ai remarqué dans les différentes interviews que j'ai pu faire, c'est que les assistantes maternelles, on n'est pas assistante maternelle à vie maintenant. C'est qu'il y a beaucoup de personnes, de jeunes femmes, quand leurs enfants sont petits par exemple, qui sont diplômées de tout autre secteur, dans le marketing, la psycho, autre chose, qui deviennent assistantes maternelles pour 3, 5, 6 ans, 10 ans maximum, et puis qui après retournent à leur métier d'origine ou font une autre conversion. Et donc, donc ça crée comme ça des trous par moment, parce qu'il y en a qui partent et elles ne sont pas forcément remplacées. Donc, il n'y a pas seulement les départs à la retraite, je pense aussi que c'est un métier qu'on fait de moins en moins toute sa vie. Et ça, c'est vraiment un problème. Mais je pense que que ce soit les associations ou les syndicats, ils ont tous des idées pour redonner de l'attractivité du métier. Il faut le revaloriser, c'est sûr. Et puis, il faut aussi donner envie. Et donner envie, c'est peut-être ce que vous faites avec ces vidéos, mais c'est donner envie, et il faut l'expliquer, il faut le faire connaître. Il faut aussi donner envie aux parents. Il faut effectivement montrer que c'est un vrai métier et que les personnes qui l'exercent ont de vraies compétences. Je ne vais pas être originale. Je pense qu'il y a une revendication du secteur de l'accueil individuel autour du CMG, du complément de mode de garde. Et je pense que c'est évidemment la réforme que le prochain gouvernement, quel qu'il soit, devrait faire. Parce que, et là, pour le coup, je me mets du côté des parents. Voilà, quand on veut confier son enfant pour qu'il soit accueilli pendant la journée quand on travaille, on veut avoir le choix, parce que c'est notre droit de parent. On veut avoir le choix pour le même coût de le confier à une assistante maternelle, peut-être la première année parce qu'on trouve que c'est plus cocooning et qu'on préfère, et puis peut-être passer après à une crèche ou à une halte garderie parce qu'on trouve que ça serait mieux. Enfin, il faut vraiment avoir le choix, et que ce choix ne soit pas dicté par les finances, par un coût, mais qui soit dicté par un vrai sentiment qu'on peut avoir, parce qu'on, quand même, comme parents, connaît très bien ses enfants et on sait ce qu'on a envie pour eux. Donc, je pense que ça, c'est vraiment la réforme, et encore une fois, c'est pas très original. Moi, j'aurais une autre réforme, enfin, une réforme, un changement qui est pas politiquement correct, mais je la donne quand même. Je pense qu'il faudrait que les assistantes maternelles aient l'obligation d'avoir un diplôme complet, et donc le CAP d'accompagnant éducatif petite enfance. Évidemment, il ne faut pas le faire à la sauvage et demander à toutes les anciennes assistantes maternelles de l'avoir. On ne va pas détruire des métiers, mais qu'on dise, un peu comme il y a eu au moment où les instituteurs sont devenus des professeurs des écoles, une petite transition, où à partir de maintenant, toutes les assistantes maternelles devraient avoir le CAEP petite enfance. C'est peut-être une contrainte, mais c'est aussi par là que passera la valorisation, la reconnaissance. Peut-être que les contrôles de PMI aussi, ce sera plus facile parce qu'elles auront le sentiment d'avoir en face d'elles des diplômés. Et ce n'est pas pareil d'avoir un diplôme entier ou pas entier. Donc voilà, au risque de déplaire, je dirais que moi, je pense que ça serait une grande avancée pour les assistantes maternelles d'avoir cette obligation de diplôme. Et je dirais que ça les sécuriserait aussi dans leur emploi, et même par rapport aux parents. Il y aurait peut-être moins de parents qui diraient « oh, j'ai une place en crèche, j'y vais », parce que les parents aussi auront le sentiment, à juste titre, d'avoir une vraie professionnelle totalement diplômée en face d'eux. Donc je pense qu'elles ont tout à gagner autour de ça. En tout cas, ce que je vais dire, je ne veux pas que ça soit pris accueil individuel versus accueil collectif. Je confesse d'ailleurs que mes enfants ont été à la crèche, voilà. Mais je pense, avec le recul en tout cas, et avec ce que je sais maintenant,
je trouve que j'aurais peut-être pas fait comme ça. Je trouve qu'effectivement, dans la petite enfance, alors 0-18 mois, ou je dirais au moins la première année, quand des parents font le choix de ne pas le garder à domicile, ce qui avait été le mien, je pense qu'une assistante maternelle, un accueil chez une assistante maternelle est sans doute plus respectueux du rythme et de ce qu'est un enfant à cet âge-là, du développement d'enfant à cet âge-là. Mais c'est ni un jugement sur ce qui se passe en crèche, ni un jugement sur les parents qui ont fait d'autres choix. Encore une fois, moi, j'avais fait le choix de la crèche dès 3 mois. Mais c'est peut-être parce que maintenant, j'ai un petit-fils et que je vois un peu comment les choses se passent. Et avec tout ce que j'ai appris au fil de mes années professionnelles autour de la petite enfance, je pense que le choix des parents, il peut varier et changer en fonction de l'âge de l'enfant, ce que d'ailleurs relevait le HCFEA de façon très argumentée. Donc oui, pourquoi pas jusqu'à 12-15 mois, un accueil individuel, et puis après un passage à quelque chose de plus collectif. Moi, je trouve que, en fait, je pense que je serais une jeune mère maintenant, peut-être c'est ce choix que je ferais. Mais c'est très personnel. Tous les experts le disent maintenant, mettre son enfant à la crèche pour la socialisation, oubliez, parce que c'est pas avant 3 ans qu'on se socialise de toute façon. Donc c'est pas une bonne raison, et ça il faut le savoir. Donc et voilà, on le sait pas forcément quand on est une jeune maman, mais moi je peux leur dire non, voilà, la crèche c'est pas pour la socialisation, parce que tous les psys maintenant le disent, on se socialise pas avant 3 ans. Donc voilà, c'est pour d'autres raisons qui peuvent être bonnes, mais pas celle-là. Je pense que quel que soit le mode d'accueil, ce que je trouve important, c'est de penser qu'un enfant n'est pas un adulte miniature et donc de penser à son rythme, parce que je pense qu'on a tendance, et probablement comme jeune parent, j'ai été comme ça, et je vois les jeunes parents autour de moi, alors vouloir leur faire les choses très vite. J'ai envie de dire, cool, chacun son rythme, chacun son style. Alors, c'est la palissade, mais je pense que c'est important parce que c'est une société où tout va vite. Et je pense que les enfants, ils ont besoin de prendre leur temps, qu'on les laisse prendre des chemins de traverse, qu'ils ont des centres d'intérêt qui nous paraissent bons, et puis qui finalement, c'est leur mode de fonctionnement, c'est bien, en même temps, ils sécurisent. Mais après, qu'on les laisse un peu vivre leur vie, parce que moi, je trouve qu'ils ont un imaginaire exceptionnel, qu'ils ont des façons de découvrir la vie formidables. Donc, waouh, ne les transformons pas trop tôt en petits adultes et n'essayons pas de les faire rentrer dans des cases. Et donc, voilà, tout accueil est bon si, je pense, on a ce regard bienveillant sur c'est un enfant, voilà, on lui laisse un peu vivre sa vie, mais quand même, on met des petites limites parce que quand même, il ne faut pas exagérer. Merci à toutes les trois. Vous avez vu en effet qu'il y a un champ de réforme très important si enfin nous voulons que la baisse des assistantes maternelles s'arrête et que l'on considère ce métier de manière plus professionnelle et plus sérieux que ça ne l'est aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous propose de vous abonner si vous souhaitez suivre toutes nos vidéos. En attendant la 7e vidéo, je vous souhaite une très belle semaine.